Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au programme de Walf TV, votre émission Opinion a le plaisir de recevoir aujourd'hui sur ce plateau M. Alpha Bayla Gaye. M. Alpha Bayla Gaye est un militant socialiste depuis l'âge de 16 ans. Il est bien connu d'ailleurs dans ce parti politique où il a gravi presque tous les échelons jusqu'à occuper des postes de cadre. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est lui le patron des cadres de la cellule Vision Socialiste. Alors, une cellule donc qui occupe une partie très stratégique. D'ailleurs, Bayla Gaye, sa proximité avec Feu Ousmane Tanor Dieng, l'ancien patron du Parti socialiste, est connu de tous. Alors, Bayla Gaye est aussi responsable, en tout cas le coordinateur des cadres de Benno Bokk Yakaar, donc de la mouvance présidentielle. Bayla est dans le cadre professionnel. Bayla est un banquier, en tout cas où il a fait ses preuves depuis quelques années, plus d'une vingtaine d'années presque. Bayla est aussi donc aujourd'hui le directeur de l'OFOR, l'Office des forages ruraux. Alors, un poste aussi stratégique, puisque qui connaît alors le problème du secteur de l'eau au Sénégal, connaît donc en tout cas l'importance de ce poste-là. Monsieur Bayla Gaye est aussi candidat alors à la mairie de Mermoz Sacré-Cœur sous la bannière du Parti socialiste. Alors, monsieur le DG, bonjour. Bonjour Georges, je voudrais profiter de cette occasion d'abord pour vous remercier pour cette invitation, saluer l'ensemble de vos téléspectateurs et également particulièrement les populations de Mermoz Sacré-Cœur. Je vous remercie pour cette présentation qui, somme toute, reste très fidèle de mon parcours, aussi bien en politique qu'au plan professionnel. Alors, monsieur Gaye, aujourd'hui vous êtes candidat donc à la mairie de Mermoz Sacré-Cœur Baobab, comme on dit. Alors, qu'est-ce qui a motivé cette candidature? Alors, c'est d'abord répondre à l'appel de l'histoire, parce que j'ai eu un instinct patriotique qui n'a jamais dormi ni faibli. Vous l'avez dit vous-même, depuis l'âge de 16 ans, j'ai mis les pieds pour la première fois à la maison du parti. Depuis cette période, j'ai constamment renouvelé mon engagement militant dans le parti. Déjà en 1996, j'étais responsable des jeunes d'une section. J'étais également représentant du PS dans les bureaux de vote. Et par la suite, j'ai occupé des fonctions à la base comme secrétaire à la vie politique de la coordination et actuellement secrétaire général de la 4e coordination qui regroupe Mermoz et Sacré-Cœur. Alors, j'aime à le rappeler parce que je suis souvent titillé sur cette question, où est-ce que vous étiez, etc. Moi, lorsque je fréquentais la politique, à l'époque, il y avait Feu Oumar Ba, qui fut ministre de l'Habitat, et Feu Diama Bousso. Les anciens savent de quoi je parle. Et le secrétaire général de la 4e section, qui regroupait en son temps Fan Point Amitié et Mermoz Sacré-Cœur, c'était un certain Palasam, qui est actuellement maire de Plateau. Et à l'époque, c'est Feu Pape Babacar Mbaye, paix à son âme, qui était secrétaire national des jeunesses socialistes. Donc, mais j'ai accepté, en fait, de m'investir en politique, dans un parti politique qui a une bonne culture politique, qui est faite de tenue et de discipline. C'est la raison pour laquelle, je le dis souvent, le bavardage médiatique ne m'a jamais traversé, ça ne m'a jamais percé. Je suis toujours resté sur la ligne du parti. Alors, aujourd'hui, je suis coordonnateur des cadres du parti et par le fait de l'histoire, le président Macky Sall m'a confié la coordination des cadres de Benno Bokk Yakaar lorsqu'il s'était agi de structurer la coalition. Donc ce qui avait fait que d'autres officiers avaient des responsabilités, notamment Madame le ministre Marième Badiane qui était présidente des femmes de Benno Bokk Yakaar. Mais parallèlement, j'ai eu aussi une vie professionnelle très épanouie parce que j'ai engagé le monde de la finance très tôt. À l'âge de 28 ans, j'ai été déjà directeur de département à la Bank of Africa au niveau de la clientèle entreprise avant d'être directeur des risques et des engagements et directeur du réseau et de l'exploitation. Donc c'est par la suite que la banque sahélo-sahélienne m'a pris comme directeur de la clientèle et du réseau. Et à l'ouverture de Coris Bank en 2016, cette banque aussi m'a débauché pour me confier la responsabilité de la direction de la clientèle et du réseau et par la suite directeur des engagements. D'ailleurs, je dis toujours que mon cursus est assez singulier et hybride
Parce que c'est la première fois, peut-être que dans la vie politique sénégalaise, qu'on voit un homme politique qui a aussi bien marché dans une vie politique et dans une vie professionnelle de manière cohérente. Donc, je rends grâce à Dieu parce que beaucoup misaient sur mon échec, surtout en politique, mais Dieu a rendu les choses possibles. Et le 21 avril dernier, le président Macky Sall m'a sorti de la banque pour me confier une habilitation administrative en tant que directeur général de l'Office des forages ruraux, et qui est une fonction, comme vous l'avez dit, éminemment politique, qui est une fonction qui a une grande portée politique parce qu'il s'agit de questions essentielles de vie, et je l'en remercie infiniment. Alors, ce qui motive ma candidature aujourd'hui, c'est que c'est une candidature de devoir due d'abord à la population de Mermoz-Sacré-Cœur, parce que les élections, c'est une compétition, mais c'est le moment aussi que toutes les localités montrent en fait les figures qu'ils ont de plus pour les motiver davantage à s'engager. Et je ne cesse de faire un plaidoyer pour l'engagement des cadres en politique. Donc je ne suis pas quelqu'un, un parachuté, j'ai travaillé dur pour en arriver là, et je pense que je dois aujourd'hui, au moins à ma localité, après avoir accumulé un certain nombre d'années d'expérience et d'expertise, leur mettre au service de ma localité. Il ne s'agit que de ça. C'est une élection locale, c'est une élection de proximité, c'est une élection du voisinage, et je pense qu'à mon humble avis, au moment où nous sommes, parmi les candidats qui sont en jeu, je pense que je ne peux pas dire que je suis le meilleur, on ne le dit pas, mais je pense que j'ai toutes les chances que tous les autres pour pouvoir servir ma localité et servir au mieux ma localité. Vous le dites parce que vous avez été président d'ASC, il paraît, à Baobab. Oui, oui, parallèlement, j'ai eu une vie associative très intense parce que moi, j'ai été aussi un produit des Nawetan. J'ai joué toutes les catégories confondues également, et très tôt, à 21 ans, j'ai été président de l'ASC de mon quartier. Et c'était inédit à l'époque parce que à l'époque, on avait beaucoup plus des présidents nantis. C'était la première fois d'ailleurs qu'un président était un étudiant comme ça qui se débrouillait pour organiser l'équipe. Et c'était une bonne formation pour moi parce que nous avions pu gagner la coupe zonale et aller jusqu'en finale départementale, alors qu'on était un groupe d'étudiants autour de ma personne pour servir l'association. C'est d'ailleurs Demba Ciré Bathily qui était à Amnesty International qui m'a remplacé, pour vous dire qu'à l'époque, vraiment, c'était quelque chose de grand, de gros, qu'on avait fait, des exploits, et qui montrait aussi que l'association, c'est le lieu de formation, parce qu'elle m'a beaucoup servi. Elle m'a permis de bien comprendre la mécanique sociale, comment est-ce qu'on doit opérer avec les gens, comment est-ce qu'on doit gérer les groupes, et surtout que le comité directeur dont j'avais la responsabilité de conduire, j'étais le plus jeune. Il n'y avait que des doyens, etc. qui étaient là. Donc je pense que c'était une belle expérience pour moi d'avoir été président de l'ASC, et je pense que le monde associatif aussi a beaucoup formé des cadres aujourd'hui supérieurs. Oui, mais est-ce que là, vous avez eu un beau parcours, comme vous l'avez eu à le rappeler, politique, professionnel et même de vie associative, mais est-ce que vous ne partez pas avec un grand handicap, étant donné que vous n'avez pas été investi par la coalition Benno Bokk Yakaar, à la tête de laquelle vous êtes le coordinateur des cadres? Non, je ne pense pas, parce que vous savez que la politique, j'ai toujours rappelé que la politique, c'est un fait majoritaire. Et c'est une question aussi de dynamique. Le fait majoritaire aujourd'hui, c'est que le Parti socialiste est très présent dans la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. D'ailleurs, depuis toujours. Ça a été toujours un bastion du Parti socialiste. Donc, je ne pars pas avec un déficit. Nous avons des militants, nous avons une organisation politique derrière nous, et nous avons une substance historique qui porte et qui pèse dans la commune. Ensuite, le fait de ne pas avoir été choisi par Benno Bokk Yakaar, je pense que je ne veux pas continuer à froisser les susceptibilités, mais ce qui s'est passé ne m'a pas beaucoup plu, et ça n'a pas plu aux militants du Parti socialiste. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est simple. Nous avons participé à une réunion où il était question, en fait, de recueillir les candidats et de dégager le profil des candidats.
Donc, moi, j'étais dans cette attente et j'ai été surpris de voir que le vendredi qui a suivi, où il était question de recenser les éléments, que les gens sont passés au vote. Mais ce qui s'est passé d'abord dans le vote, avec la détermination des critères, que moi-même je ne connaissais pas, des critères méconnus. C'est-à-dire qu'ils ont défini des critères sur le parcours, des critères sur une charte que je n'ai pas vue, des critères sur un programme de société que je n'ai pas présenté. Et les gens ont voté sur cette base. Et pire, nous avons même pu constater de ceux qui étaient là dans la salle pour voter. Il y en a même pas qui, il y en a qui ne sont pas dans la liste de Benno Bokk Yakaar. Pour vous dire qu'il y a des soupçons qui pèsent sur le fait qu'on a drainé des gens par-ci, par-là, pour leur donner des étiquettes de partis politiques, pour juste commettre le forfait. Mais j'ai dit, de toute façon, ce n'est pas grave pour moi, parce que moi j'ai toujours pris mon destin en main. Depuis que le président Macky Sall m'a libéré de la banque, parce qu'il s'agit de ça, il m'a donné vraiment la possibilité de m'engager pleinement. Depuis, ça fait plus de 8 mois que j'ai rencontré des milliers et des milliers de personnes dans la commune. Donc je savais que j'étais en train de construire quelque chose de grand. Peut-être qu'il me sous-estimait là-dessus. J'ai serré la main à des milliers de personnes. J'ai échangé beaucoup avec des populations qui m'ont donné beaucoup d'intrants dans la conduite des choses. Et je les avais même invités, parce qu'à l'époque, lorsque j'étais en train de me déployer dans la commune, dans tous les quartiers de la commune, je leur ai lancé officiellement, lors de ma première sortie, pour leur dire de commencer à bouger les lignes. Parce que l'état dans lequel j'ai trouvé Benno Bokk Yakaar dans la commune, franchement, c'était pitoyable, c'était difficile. Il me fallait travailler pour réconcilier même la commune avec les politiques publiques et la commune avec le président de la République, qui a fait un excellent travail. Mais lorsque vous êtes censé représenter l'exécutif ou le président dans une localité, la moindre des choses, c'est d'être en fait aux côtés de populations et de manière ininterrompue. Mais malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Mais comme nous, on avait déjà travaillé pour assurer une victoire éclatante au soir du 23, nous avons poursuivi notre chemin. Et nous avons eu une écoute attentive et organisée de Madame le secrétaire général du parti, Madame Aminata Mbengue Ndiaye, qui nous a donné mandat d'y aller sur insistance de la base. Et c'est ça qui a fait que nous avons fait une liste PS qui est déconnectée de tout pacte avec l'opposition. Parce que la lettre circulaire qui a organisé notre positionnement sur les locales, cette lettre circulaire, elle est claire. Elle avait dit dans un premier temps, il faut Benno Bokk Yakaar comme une option 1. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous partez sous la bannière du parti, mais tout en évitant en fait de pactiser avec l'opposition. Et c'est ce que nous avons fait. Aujourd'hui, nous avons toutes les chances de gagner. Et eux-mêmes, ils le savent. De plus en plus, ils deviennent très étroits dans la commune. Parce que nous avons occupé le terrain pendant tout ce moment. Les gens nous ont compris notre discours, ils apprécient notre discours, ils apprécient notre profil, ils apprécient surtout notre humilité et notre simplicité. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis heureux de constater que le Parti socialiste est en train de reprendre beaucoup de couleurs dans la commune. Alors, vous avez dit que vous avez beaucoup de chances de gagner, mais la question que je vais vous poser, mais qu'est-ce qui peut aujourd'hui motiver les populations de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur à voter pour M. Alpha Bayla Gaye à la place de M. Barthélémy Diaz ou de le candidat de Benno Bokk Yakaar pour surtout, là on dit au niveau de cette commune que l'actuel maire, le maire sortant, M. Barthélémy Diaz, présente un bilan un peu reluisant. Bon, ce qui fait qu'ils doivent voter pour la liste PS et pour moi en particulier, c'est qu'aujourd'hui, cette élection, elle est très particulière. Il y a une liste, il y a un candidat qui incarne la liste. Donc, à la limite, il y a une forte connotation de coefficient personnel que le candidat porte. Sur les candidats qui sont présents, je pense très sincèrement être le plus près. Je ne dis pas que les autres ne sont pas bons, il y en a qui sont bons. Mais par rapport au timing, par rapport aux enjeux,
je pense que être le plus près aujourd'hui pour conduire, pour régler et solutionner les problèmes de la commune. Ma candidature n'est pas le soubassement de l'intrigue. Ce n'est pas aussi, comme je vous l'ai dit, mon instinct patriotique est constant. J'ai toujours été là. Je me suis toujours engagé en politique. Et je fais partie des rares cadres, d'ailleurs, sénégalais, qui ont continué à s'investir pour leur pays. D'abord, ça, c'est quand même pour l'exemplarité. La deuxième chose, c'est que nous avons un programme qui a été concocté en partant des domaines de compétences. Et à chaque fois qu'on échange avec les populations, ils sont émerveillés par les innovations que nous voulons apporter. Si vous prenez le domaine de l'éducation, nous avons décidé cette fois-ci de partir à partir du bas, à partir de la maternelle. Nous voulons démocratiser l'accès à la maternelle. Nous voulons rendre universel l'accès à la maternelle. Parce que nous considérons, moi avec ceux qui sont avec moi, surtout les socialistes et les cadres du parti et ceux qui nous accompagnent, que le leadership, il se construit à partir de la maternelle. Donc, pour nous, il est important que tous les enfants de la commune puissent fréquenter une école maternelle de qualité. Donc, on va dégager une partie du budget pour que les parents qui n'auront pas les moyens de les y amener, que nous-mêmes, à la mairie, qu'on puisse le faire. Ça, c'est important. Et on a tous constaté, et c'est des études qui ont été prouvées, que lorsqu'un enfant passe par la maternelle, c'est comme s'il passait par un dara, il vient toujours en 6e ou en 5e, motivé, engagé. Et il vient avec un leadership affirmé et affiché. Donc, ça, c'est une innovation de taille. Et je sais que c'est une grosse préoccupation aussi pour les populations qui sont dans une situation de précarité. La deuxième chose, c'est que pour accompagner les enfants à préparer le monde professionnel, nous avons convenu de démarrer à partir de la 3e. À partir de la 3e, nous organiserons un forum annuel où on va regrouper toutes les expertises communales, les banquiers ici, les médecins, mais qui habitent dans la commune, les commandants de bord, ceux qui sont dans la restauration, parce que c'est des métiers. Alors, ce que nous voulons faire, c'est que nous allons les mettre dans des salles de classe, ces parents d'élèves, ces parents, et on va mettre des groupes de jeunes qui vont aller leur parler, pour leur demander, leur poser des questions sur leur activité. Comment est-ce que, c'est quoi le métier de journaliste, par exemple? Qu'est-ce qu'il faut pour être un journaliste, etc. Et ce que nous recherchons par là, c'est qu'ils puissent ouvrir les yeux des enfants, leur expliquer c'est quoi, par exemple, pour être pilote, il faut 2 ans d'école préparatoire pour les matheux, après il faut faire tel circuit, etc. Donc ça va donner aux enfants déjà à partir de la 3e une plus grande visibilité sur ce qu'ils doivent faire. Parce que le constat quand même que nous avons aujourd'hui, c'est que les enfants, tous les bacheliers, même de cette année, il y en a qui ne savent pas quoi faire. Et ils vont tous après se précipiter pour aller faire du service et après se retrouver devant les banques et les assurances qui ne peuvent pas absorber tout le monde. Donc il faut d'abord renforcer ce leadership-là des enfants à partir de la 3e pour qu'ils puissent comprendre que si vous voulez être avocat, ça ne sert à rien de continuer la série C, etc. Donc c'est ça que nous recherchons. Et nous avons même décidé que les bourses que la mairie donne annuellement, ces bourses-là seront réorientées vers ceux qui n'ont pas de métier et qui voudront faire des métiers. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de jeunes aussi, parce qu'il y a de la déperdition. Il y en a qui ont arrêté l'école très tôt. Il y en a aussi qui n'arrivent pas à s'insérer convenablement, peut-être même qui ont le bac mais qui n'ont pas pu faire grand-chose. Il y a un lot important de jeunes aujourd'hui qui sont dans une situation extrêmement difficile dans la commune. Et ce qui fait que des fois, ils sont inoccupés, et c'est ce qui fait que aussi des fois, ils s'adonnent peut-être à des choses qui ne sont pas bien. Et ces jeunes-là, nous allons essayer de les recenser et de les écouter. Une fois qu'on les aura écoutés, nous allons les orienter vers des structures de formation professionnelle à des métiers spécifiques. Et je pense particulièrement aux métiers, tout ce qui tourne
au métier du pétrole et du gaz. Parce que dans pas longtemps, nous aurons ces dotations factorielles. Il y aura de nouveaux métiers. Aujourd'hui, je suis sûr qu'on aura des pénuries de soudeurs dans la métallurgie. Parce que tous les soudeurs professionnels aujourd'hui sont en Angola. Donc, il faut vraiment une animation. Cette animation sur l'éducation, elle est importante. Nous avons aussi décidé de redistribuer la carte scolaire. Nous allons essayer de sectionner une des écoles pour en faire une école d'excellence. Et peut-être les autres parties qui sont disponibles, veiller à l'animation artistique des enfants, développer la culture, les mettre à l'étrier par exemple sur comment est-ce qu'on construit un solaire, etc. Donc on a une vision claire sur tout ce qui concerne l'éducation. Et c'est pareil pour la santé. La santé, on a fait une bonne photographie de la commune sur aujourd'hui d'abord le vieillissement des populations. Parce que nous commençons à avoir des centenaires. Donc nous commençons à avoir des problèmes de prise en charge des personnes âgées. Et c'est la raison pour laquelle, dès que notre équipe sera mise en place, nous mettrons toutes ces fonctionnalités-là, ces facultés sur la gériatrie, etc., pour accompagner en fait nos parents. Donc, ce que c'est très important. Et relever également le plateau médical. Donc, sur l'animation économique locale aussi, on est en train d'organiser des femmes autour des groupements en préparation du terrain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à ce jour, on est à plus de 20 GIE qui ont été créés. Ce que nous voulons, c'est que ces femmes-là, nous allons les organiser. Et elles seront prioritaires sur tout espace commercial dans la commune. Donc, il faut réorganiser tout ça. On est en train d'échanger avec elles autour des groupements-là pour qu'elles puissent d'abord mener des activités qui leur permettent d'avoir des revenus parce que les femmes sont très centrales dans les maisons. Et je porte à croire que la famille est la première entité économique. Et c'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup apprécié lorsque le président de la République a pris des mesures qui convergent vers la famille, avec les CMU, les bourses familiales, pour renforcer et consolider la famille. Et il y a encore beaucoup à faire. Et je crois que les communes ont également une part de responsabilité dans ça, c'est d'organiser une bonne animation économique locale. Et je continue aussi à penser et à croire que le pourcentage de croissance qui nous manque pour atteindre une croissance à 2 chiffres est entre les mains de cette animation économique. Vous croyez que le maire sortant n'a pas fait tout ce que vous êtes en train de faire là? Bien évidemment, s'il l'avait fait, je ne l'aurais pas. Il a peut-être donné des bourses à des gens qui sont dans des écoles privées. Nous, on a décidé de réorienter ça pour embarquer cette fois-ci également les jeunes qui n'ont pas eu la chance d'aller loin dans les études. Donc, sur la santé, bon, il y a eu une progression parce qu'il a pu, avec la RSE de la Sonatel, avoir un poste de santé qui doit être renforcé parce que j'ai été là-bas pour visiter les installations. Nous devons mettre des équipements et du matériel, relever le plateau. Et je pense que aussi sur l'animation économique locale, on a beaucoup en fait tergiversé là-dessus. Nous avons une pléthore de garages de voitures, de vendeurs de voitures qui ceinturent la commune. Je pense que c'est pas plus mal d'avoir une commune qui est prédisposée à la vente de voitures, parce que c'est une activité aussi économique. Mais il faut organiser tout ça, et il ne faut pas aussi prendre tout l'espace disponible qui fait que ça dégrade davantage le cadre de vie, et quand ça dégrade le cadre de vie, ça amène des problèmes d'insécurité dans la commune. Voilà donc votre vision pour la commune, peut-être les populations apprécieront. Mais là, nous allons passer à autre chose. Monsieur Alpha Baïla Gaye, vous êtes à la tête de l'Office des forages ruraux depuis avril 2020. Alors, comment se porte cette entité au moment où beaucoup de Sénégalais se plaignent du manque d'eau ou bien se plaignent de l'accès à l'eau potable en milieu rural surtout? Alors, ce qu'il y a à le dire, c'est que l'OFOR a été créé en 2014 sur la base d'une réforme. Parce que les infrastructures hydrauliques rurales étaient entre les mains de l'EXCEDEM, la direction de la maintenance. L'État a jugé bon de créer l'Office des forages ruraux pour qu'elle puisse organiser l'activité dans la gestion des infrastructures hydrauliques. Alors, une fois que l'OFOR a été mis en place, dans la foulée, l'État a engagé une seconde réforme. Cette réforme-là, qui vise essentiellement à professionnaliser en fait la gestion de l'eau en milieu rural. Et c'est la raison pour laquelle le monde rural a été compartimenté en 8 zones. Nous avons la zone de Tamba qui est gérée par la SOGES,
la zone de Kaolack-Kaffrine, la zone de Thiès-Diourbel et la zone du NDP, Noto Diossman Palmarin et Gorom Lansar. Alors, il y a eu 4 autres zones du sud, 2 zones dans le nord et la zone de Kédougou. Alors, après ça, on a commencé à déléguer le service public de l'eau à des privés. C'est ce qui fait que la SOGES gère Tamba, Flexo gère Kaolack-Kaffrine, CO gère le NDP, et puis nous avons Aquatec qui gère Thiès-Diourbel. À ce jour, nous avons en fait un accès qui tourne autour de 95,6%. Donc c'est relativement correct, mais encore que 3%, c'est énorme. Alors, nous avons un taux de 96, le taux d'incorporation, c'est-à-dire que les infrastructures qui ont été confiées aux délégataires pour en assurer la gestion, comme Sen'Eau le fait en milieu urbain, nous avons un taux d'incorporation de 56%. Donc ça veut dire que les délégataires arrivent à prendre possession des infrastructures pour en fait en assurer la gestion. Mais nous avons constaté qu'en certaines parties du territoire, sur la première phase de réforme, il y avait beaucoup de résistance des populations et qui sont compréhensibles, hein, parce que... Résistance, quand vous dites résistance, c'est dû à quoi? Non, les populations, en certaines parties, refusent de céder les forages aux délégataires. Justement parce que dans certains villages, par exemple, Oui. en milieu rural, par exemple, dans certains forages ont été financés par les populations Exactement, on a des cas comme ça. Oui. Mais il y a même des forages qui ont été financés par l'État, qui étaient gérés. Parce qu'en réalité, avant la réforme, les forages étaient gérés par des comités et des ASUFOR. Vous comprenez? Donc c'est les gens qui assuraient l'exploitation, qui encaissaient les recettes et qui par moment même faisaient des détournements d'objectifs parce qu'ils finançaient les recettes pour des postes de santé ou des mosquées, etc. Donc, mais nous on a dit il faut que l'eau, l'argent de l'eau revienne à l'eau. On ne gère pas l'eau pour gagner des bénéfices, mais on gère l'eau pour au moins assurer le service minimum. Donc, la résistance, elle est constatée, surtout au niveau de la zone de Aquatec, parce qu'il devait prendre possession de 200, à peu près 90 installations. Il est en deçà de 100 installations aujourd'hui, ce qui compromet un peu son modèle économique. Parce que le modèle économique, il était basé dès le départ sur, en fait, l'ensemble des recettes. Mais j'ai indiqué, en tout cas à mes collaborateurs et aux acteurs que j'ai rencontrés, on ne peut pas avoir une histoire vieille autour du forage de plus de 50 ans, parce qu'il y a des forages qui sont plus vieux que moi. Alors, où les gens eux-mêmes géraient et vouloir tout de suite, en fait, réussir la réforme en un temps record. C'est impossible. Il faut de la pédagogie, il faut de la patience, parce que c'est ça qui fait qu'on aura le temps d'expliquer le pourquoi de la réforme. Le pourquoi de la réforme. Aujourd'hui, les questions liées à l'accès à l'eau, nous sommes aujourd'hui astreints à un objectif d'atteindre l'ODD 6. Donc aujourd'hui, pour pouvoir le faire, il faut forcément passer par une professionnalisation. Parce qu'il n'y a que la professionnalisation qui permet de garantir une eau de quantité et une eau de qualité. Parce qu'il y a aussi beaucoup de difficultés dans la gestion de l'eau. D'ailleurs, je me demandais comment est-ce que les populations ils faisaient. Si vous prenez les composantes hydrauliques, vous prenez le forage, et vous prenez le château d'eau, vous prenez le réseau, et le matériel d'exor qui va avec, les pompes, etc., qui doivent être gérées, etc., même si par moment il y avait des professionnels autour d'eux, ça, il faut vraiment de l'expertise pour pouvoir assurer ça. Ensuite, nous n'avons pas les mêmes qualités chimiques et bactériologiques partout. Notamment dans la zone de Kaolack-Kaffrine, on a beaucoup de problèmes liés à la mauvaise qualité de l'eau. Et pour chaque caractéristique bactériologique et chimique, il y a une unité qui doit répondre. Donc c'est pourquoi d'ailleurs aujourd'hui, nous avons reçu instruction de développer les programmes au complet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne fait plus que de la production, du stockage et du réseau. En même temps, dans les zones où nous opérons, nous essayons d'y aller avec une unité de transformation de la qualité s'il y a lieu. Donc, il y a
Le chantier, il est énorme. On ne peut pas le réussir comme ça du jour au lendemain. Mais quand même, il faut le reconnaître. L'État a fait beaucoup d'efforts en matière d'infrastructure, en matière surtout de production. Aujourd'hui, nous tournons autour de 2150 forages. C'est énorme. Alors, nous sommes même en train de nous organiser en interne pour assurer une meilleure qualité de service sur les zones où il y a des délégataires ou même sur les zones où il n'y a pas de délégataires. Et on a mis en place un numéro vert qui a été communiqué à toutes les autorités administratives et locales. On a mis en place une plateforme de veille sur les pannes. Donc une plateforme que nous avons conçue nous-mêmes par des étudiants qui étaient de passage chez nous, d'ailleurs que je remercie au passage. Et cette plateforme-là, chaque semaine, nous recueillons les réclamations, nous les enregistrons, nous allons sur le terrain pour en fait contrôler la véracité de la panne. Et tout de suite après, chaque semaine, on a une situation exacte du taux d'indisponibilité des forages, qui est très faible d'ailleurs. On a une situation sur ce qu'on devrait remplacer en termes de pompes, en termes de groupes électrogènes, etc. Donc tout ça, on est en train d'y travailler. Et je pense que, en tout cas, un journaliste a attiré mon attention là-dessus. Il est clair que depuis quelque temps, on entend, même s'il y a des récriminations, on entend de moins en moins de récriminations. Parce que nous travaillons à agir vite. Mais au-delà de ça, parce que moi je suis un financier, lorsque je suis arrivé à l'OFOR, j'ai vraiment beaucoup travaillé sur le modèle économique autour du forage. Le modèle économique. Parce que la réforme, elle vise quoi? À professionnaliser. Mais il faut en assurer une certaine rentabilité. Alors, lorsque j'ai regardé le forage et surtout les sources d'alimentation en énergie, j'ai constaté que le forage, lorsqu'il est arrimé à de l'électricité pure de la Sénélec, il ne peut pas être rentable. C'est la raison pour laquelle les comités de gestion, même qui sont au nord, ont beaucoup de factures impayées. Je pense que Ourossogui a presque 40 millions de factures impayées. Peut-être c'est la raison pour laquelle l'Assemblée nationale a haussé le budget de l'OFOR presque à 2 milliards. Non, je parle, il faut, en fait ça, les 2 milliards, c'est pour après soutenir nos activités sur le terrain. Mais comme la réforme vise à stabiliser le secteur de l'eau, ce qu'il faut, c'est qu'il faut que les délégataires soient conscients qu'ils peuvent en fait stabiliser, rentabiliser ou équilibrer leurs comptes. Et pour équilibrer leurs comptes, il faut quand même que le forage puisse dégager des revenus. Tout à fait. Alors, les difficultés, c'est d'abord sur la source d'énergie. Le forage arrimé à la Sénélec est difficilement rentable. Le forage arrimé au groupe électrogène, n'en parlons même pas. Parce que nous avons l'exemple de la SOGES qui opère dans Tamba. Et vous savez que la région de Tamba, elle est très grande. Donc le matin, en fait, à la limite, l'entreprise fait le tour des forages pour alimenter les forages en carburant, pour faire tourner les groupes électrogènes. Et le groupe électrogène, tout le monde sait que c'est une source d'énergie d'appoint. Elle ne peut pas tourner 24 heures sur 24. Alors, ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'encourager la solarisation des forages. Donc, si vous allez aujourd'hui dans le périmètre de Diourbel, non, de Kaolack et de Kaffrine, l'opérateur qui est là-bas a pu presque solariser l'ensemble de ces installations. C'est la raison pour laquelle il présente de meilleurs équilibres financiers. Donc, ça aussi, il faut qu'on le regarde. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se voiler la face. C'est-à-dire qu'il faut, pour rentabiliser le forage, il faut prendre un certain nombre de mesures. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de les accompagner pour voir comment solariser au mieux les forages pour que les factures pèsent moins. Maintenant, le reste, c'est la partie commercialisation. Il faut que les gens fassent l'effort de payer les factures parce que ce sont ces factures-là qui vont assurer, ces recettes-là qui vont assurer l'entretien des infrastructures. Et ce n'est pas tout le temps le cas en monde. Oui, mais en milieu rural, vous savez bien que les gens ne sont pas aussi liquides qu'en ville. Donc il faudrait peut-être, est-ce qu'il ne faudrait pas, à votre niveau, revoir à la baisse, en tout cas, la facturation de l'eau? Le prix de l'eau a été fixé par un arrêté ministériel à 250 francs. En milieu rural? En milieu rural, à 250 francs.
je pense que c'est un prix, bon, peut-être correct. Alors, mais, d'ailleurs, l'arrêté est resté très muet sur la question de la TVA. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une grosse impasse dessus. Parce que les délégataires n'arrivent pas à refacturer la TVA sur les factures dans le monde du rural. Il faut vraiment que cette sensibilité-là sur le monde rural soit bien tenue en compte. Parce que c'est vrai que c'est une... Je considère que tout le monde rural devrait être d'ailleurs dans la tranche sociale. Parce qu'elle devrait être généralisée et que même on doit défiscaliser la facturation en monde rural. Le ministre de l'eau et de l'assainissement est en train de travailler dessus avec son homologue pour que cette question de la TVA soit éclaircie. Mais l'État aussi fait beaucoup d'efforts pour soutenir le monde rural. Même sur les branchements sociaux. Vous savez que le coût du branchement normal est de 75 000. Mais nous avons des programmes de branchements sociaux que nous avons d'ailleurs commencé à expérimenter au niveau de Fimela et dans la zone, où vous verrez que l'eau arrive même jusque dans les concessions et au prix de 5 000 francs, et qui constitue d'ailleurs une avance sur la consommation. Donc je pense que lorsque les conditions seront réunies pour réfléchir à nouveau sur le prix ou réajuster, je crois que le gouvernement ne se dérobera pas. Alors, en tant que Alpha Baïla Gaye, en tant que directeur général de l'Office des forages ruraux, vous savez peut-être, ou bien je ne vais pas vous l'apprendre, que l'ONG Caritas Sénégal a construit beaucoup de forages au Sénégal. Exactement. Alors, quel est votre commentaire quand vous avez appris, peut-être hier, ou sinon je vous l'apprends, qu'il veut mettre sur pied un observatoire de l'eau en milieu rural? Les questions liées à l'eau intéressent beaucoup de structures, des ONG, etc. Nous leur souhaitons en tout cas la bienvenue pour cet observatoire parce que nous sommes très transparents. Nous travaillons déjà sur beaucoup de sujets, sur la qualité par exemple de l'eau, que nous-mêmes, pour laquelle nous-mêmes nous faisons des contre-expertises par moment parce que c'est une exigence du délégataire de service public. Donc je pense que c'est une bonne nouvelle qu'il y ait des structures qui nous accompagnent dans tout ça. Moi, je ne suis pas fermé. Je parle tous les jours à l'association des consommateurs. Je parle aux associations peut-être qui sont en difficulté dans certaines zones. Et je pense que ce serait bien que cet observatoire-là soit inséré dans le dispositif global. Et nous ne manquerons pas le moment venu de prendre attache avec eux pour leur donner les informations de fraîche date que nous avons sur le secteur. Est-ce qu'il vous arrive par exemple de descendre sur le terrain et d'écouter les populations en milieu rural sur la gestion des forages? Tous les jours. Moi, chaque semaine, je suis sur le terrain. Là, cette semaine, j'ai fait beaucoup de kilomètres. Je suis allé à Darou et puis un peu vers Louga. Je suis tout le temps en train de regarder parce que je préfère moi-même aller sur le terrain et vérifier par moi-même. Et c'est ce qui a fait que sur le dernier Magal de Touba, on a eu... Justement, comment expliquez-vous par exemple le manque d'eau qui est un peu décrié lors de ces grands événements religieux, Magal de Touba, pèlerinage de Popenguine, à Médina Gounass, etc. Non, à Médina Gounass, on n'a pas de problème de production. C'est-à-dire on a 3 châteaux d'eau, 3 forages très dimensionnés sur le site religieux. Et je pense que même vous avez... vu les félicitations du Khalif sur la manière dont on a conduit le dernier Dakar. Ouais. Sur Touba aussi, on a vraiment beaucoup progressé. Parce que vous savez que Touba aussi, cette fois-ci, il y avait presque à peu près 4 millions de personnes, ou même un peu plus. Alors, nous avons pour Touba à peu près 120 000 mètres cubes d'eau. Alors, qui sont sécrétés par à peu près 34 infrastructures hydrauliques. Alors, on a cette fois-ci pris beaucoup de bonnes dispositions. Moi, j'ai passé 10 jours à Touba pour suivre l'exécution du plan d'action qu'on avait retenu. Cette fois-ci, c'est la première fois où on avait chargé tous les châteaux d'eau et on les a fermés. Donc, il y a eu un lâchage progressif qui a été opéré la veille du Magal, au soir, et qui a permis de tranquilliser une bonne partie de Touba. Nous avons eu des tensions au niveau de Darou Khoudous. D'ailleurs, ça fait partie des zones qu'on doit améliorer cette année.
mais qui résultait beaucoup plus d'un inconfort qui a été qui a été causé par des travaux, en fait, d'une consoeur de l'administration qui a un peu cassé un de nos tuyaux. D'ailleurs, c'est pourquoi on avait un peu mis une base avancée avec des citernes dans la zone. Donc il y a eu d'autres zones aussi comme Ndindi où on a senti quelques tensions. Mais globalement, je crois que, en tout cas, de ce qui est ressorti en fait des conclusions du Magal avec aussi bien les autorités religieuses, il semblait être très satisfait de l'engagement et surtout de ce qu'on a fait pour atténuer en fait les tensions. Et cette fois-ci aussi, c'était la première fois, les camions-citernes, habituellement on les mettait au centre, donc à Ndamatou au centre. Alors cette fois-ci, on a sorti tous les camions-citernes et on a mis des potences au niveau des forages qui ceinturent la ville et les camions allaient dehors pour faire rentrer l'eau en fait à l'intérieur. Vraiment, les bonnes dispositions que nous avons prises ont permis d'atténuer cette difficulté, mais sachant que c'est toujours difficile de gérer en fait en 24 heures le doublement d'une population. Mais surtout, on est en train de travailler sur des solutions structurelles avec le transfert d'eau. C'est un dossier qui est très actif en ce moment. Les négociations sont en cours pour amener de l'eau douce à l'intérieur du Touva et surtout retravailler le réseau. Parce que nous soupçonnons par moment qu'il y a beaucoup de pertes, des pertes énormes en fait dans le transfert d'eau jusque dans les maisons. Alors, nous allons terminer par l'actualité politique, M. Alpha Baïla Gaye. Alors, vous êtes le coordinateur des cadres de Benno Bokk Yakaar, de la majorité présidentielle. Comment appréciez-vous les relations entre l'opposition et la mouvance présidentielle? Elles ne sont pas, en fait, très bonnes, parce que, malheureusement, la césure est si béante par la responsabilité des uns et des autres qu'il est important qu'on puisse se recentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, je le dis toujours, c'est le Sénégal. Alors, moi j'ai des critiques à formuler à l'endroit de l'opposition sénégalaise, très sincèrement. Je pense que nous, du temps où nous étions dans l'opposition, je vous donne un exemple. Nous guettions les communiqués du Conseil des ministres de Wade. Et dès le lendemain, il y avait des équipes qui travaillaient, mais rigoureusement, sur le communiqué du Conseil, pour challenger le gouvernement, lancer des alertes, formuler des propositions sur, par exemple, l'ouverture de la campagne, etc. Mais malheureusement, on n'en voit plus. On a beaucoup plus une opposition bavarde qu'une opposition qui structure, qui écrit. Et ça, il faut que l'opposition comprenne que, en fait, tant qu'elle sera dans cette posture-là, il sera très difficile pour les Sénégalais de leur faire confiance. Parce qu'il y a des gens quand même qui veillent dans ce pays, qui veillent sur ce pays. Donc je crois que cette posture-là de combat acharné pour le pouvoir, ce n'est pas très utile en politique. Il faut par moment structurer, faire des communiqués. Peut-être, moi la dernière fois où j'ai lu un communiqué d'un parti de l'opposition, bon, je ne sais pas, peut-être que vous avez la mémoire là-dessus, mais la politique, c'est aussi l'écrit. Mais pourtant, je vous donne l'exemple d'un député qui écrit beaucoup, presque tous les mardis. Je veux parler de Mamadou Lamine Diallo, qui pose toujours une question hebdomadaire sur l'économie. C'est l'un des rares. Oui. Et d'ailleurs, le président Macky Sall a créé toutes les conditions pour qu'il y ait un débat démocratique dans ce pays. Moi, dès le lendemain, en 2019, dès qu'il a scindé le ministère des Finances en distinguant la régie financière du pilotage économique, j'ai dit alhamdoulilah, ça c'est une excellente idée. Parce que aujourd'hui, le ministère de l'économie et du plan, qui un peu assure l'animation, qui est différente de la régie, nous avons une occasion avec l'opposition, mais de débattre sur l'orientation économique et sur est-ce qu'on doit le mécanisme des arts dans le processus de développement, etc. Mais on ne peut pas asseoir toute sa stratégie sur de la bagarre ou sur de la bagarre de rue. Je pense qu'ils doivent un peu recentrer leurs activités autour d'activités. Ça c'est votre point de vue. Pourtant, quelqu'un comme M. Ousmane Sonko, il est toujours, en tout cas, sur les plateaux. Il communique presque, je ne dirais pas quotidiennement, mais presque mensuellement. Mais qu'est-ce qu'on en retient? C'est ça qui est important. Vous, qu'est-ce que vous en retenez? Moi, je n'en retiens rien du tout, à part beaucoup de bavardage médiatique. Je dis les questions qui intéressent les Sénégalais. Mais les questions sont là. Il faut que ces questions-là
soit débattue. Il faut dans des débats que les gens parlent d'art, de culture, d'économie, de comment relancer notre production, par exemple, agricole, etc. Il faut qu'on en soit à ça. Parce que c'est sur ça que les Sénégalais nous attendent. Bon, malheureusement, ce n'est pas le cas, mais je pense que tout le monde l'a constaté. Il faut aussi éviter ça. Également, du côté du pouvoir, il y a des reproches. Hein. Moi, je dis toujours que par moment, il faut qu'on se concentre sur ce que nous devons faire. Ce que nous devons faire, c'est travailler pour les Sénégalais. Le bavardage médiatique, des fois, on a une suffocation médiatique qui est insupportable dans ce pays, où on passe des heures et des jours à parler de choses, à consommer beaucoup d'énergie, mais qui n'apportent rien aux populations. Et c'est juste des alertes, mais franchement, moi, j'ai du respect pour l'opposition. J'ai que des amis là-dessus, et des amis qui sont très proches, et nous sommes tous de la même génération. Mais nous discutons, et il faut savoir dire les choses quand il le faut. Alors, vous reprochez peut-être à l'opposition de ne pas faire beaucoup de propositions, mais est-ce que vous êtes aujourd'hui satisfait de ce qui se passe, surtout le niveau du débat à l'Assemblée nationale? Quand les opposants, les députés de l'opposition prennent la parole, alors vous entendez ceux de la majorité applaudir ou huer. Est-ce que ça favorise le dialogue selon vous? En réalité, l'Assemblée est un lieu de dialogue. En principe. Il doit l'être, oui. C'est un lieu de dialogue. Oui. D'ailleurs, je crois que dans la tradition parlementaire française, d'ailleurs, c'est ce qui a fait que le président de la commission des finances est toujours de l'opposition. Parce que c'est un compromis qu'ils ont pu trouver. Alors, malheureusement, ces critiques-là à l'endroit des députés du pouvoir, ils se défendent parce que notre régime politique, l'Assemblée nationale, et dans une coopération politique avec le pouvoir. Ça nous avait même permis en 2017, avec le ministre Ismaïla Madior Fall, de tout déconstruire. Parce qu'en ce moment, l'opposition semblait insinuer que l'Assemblée nationale... Nous ne sommes pas dans un régime parlementaire. Nous l'avions essayé au Sénégal. À l'époque où on avait les 100 députés. On l'avait essayé, mais ça ne marche pas. Parce que les gens, des fois, se braquent inutilement, etc. Donc, nous sommes dans un régime de coopération entre l'Assemblée qui doit contrôler l'action du gouvernement. Donc, les députés qui sont là-bas au niveau de l'Assemblée nationale, ils y sont pour veiller pour la bonne marche du pays. Donc, je pense qu'à ce stade-là, ils font correctement leur travail, mais malheureusement, des fois, il y a beaucoup d'inconfort liés à leur posture, qui fait qu'on n'a pas envie de tout de regarder. Vous avez parlé tout à l'heure d'une grande césure entre l'opposition et la majorité. Est-ce que cela n'est pas dû aussi à certaines positions du président de la République, qui est par ailleurs le patron de la majorité, sur certaines questions, comme le mandat, vous l'avez entendu il y a quelques jours sur RFI et France 24, dit maintenir sa position, son flou sur le troisième mandat. Mais moi, je suis d'accord avec le président, franchement. Dès qu'il a été élu en 2019, même pas un an après, on a commencé à agiter cette question. Oui, mais parce que ça se trouve dans la Constitution. Oui, mais je pense qu'il faut en fait éviter de distraire le président, les gens. Parce qu'il est dans une station où il doit se concentrer dans son travail. Ce n'est pas à l'opposition d'imprimer le rythme au pouvoir. Et aucun président ou un régime qui se respecte n'acceptera que l'opposition le mette comme ça dans un dictat ou un ultimatum. Alors, lorsque nous sommes des démocrates, il faut laisser la démocratie s'exprimer, quelle que soit la situation. Mais nous savons tous que, même quand nous avons reproché au président Abdoulaye Wade de ne pas avoir de troisième mandat, lorsqu'il l'a fait, mais il a été défait. Donc je pense qu'on n'en est pas encore là. Ce qui importe aujourd'hui, c'est qu'on puisse se concentrer sur, en fait, ce quinquennat-là, qui est un quinquennat extrêmement important. Parce que ce quinquennat-là va enregistrer, en fait, la première exploitation au niveau des dotations factorielles. On devrait, en principe, d'ici 1 an ou 2 ans, être dans une croissance à 2 chiffres, pas par le fait des recettes, mais par le fait même seulement des investissements qui seront faits dans les secteurs du pétrole et du gaz. Donc, il faut se concentrer sur ça. Mais maintenant, chacun a ses priorités. Moi, je ne me nourris pas de songes creux. J'essaie de me concentrer sur ce qui est utile et ce qui est réel. Et je crois qu'il faut continuer à garder ça.
la question de ce mandat-là, moi, ça ne m'intéresse pas pour le moment. Très sincèrement, je préfère me concentrer sur ça. Sachant que nous sommes tous indépendants et autonomes. Et le moment venu, chaque parti s'exprimera là-dessus. Vous l'avez écouté aussi expliquer le retour du poste de Premier ministre disant que ça se justifie par son élection à la tête de l'Union africaine. Est-ce que ça, c'est acceptable? C'est une bonne justification. Parce que vous savez que le président Diouf a opéré sans Premier ministre. Oui, mais il a été aussi président de l'OUA. Oui, bien sûr. Bon, ça dépend. Vous savez que moi, la lecture que je me fais de tout ça, c'est qu'en 2019, je pense que dans l'élan avec cette victoire éclatante, le président, il s'est senti suffisamment fort. Contestée également. Non, mais vous savez que la victoire est moi. En tout cas, pas à Mermoz Sacré-Cœur, où il a gagné tous les bureaux de vote. Alors, j'ai senti le président extrêmement enthousiaste et engagé, parce qu'il a fait un premier mandat d'une grande combativité. Et je pense qu'il voulait maintenant assurer le contact direct avec les secteurs, bon, en promouvant le fast track. Donc, je crois finalement il s'est trouvé avec un slow track. Non, mais c'est ce qui nous a... On a quand même traversé une période relativement difficile. Et je crois que c'est le lieu de remercier en tout cas le gouvernement, mais surtout la partie économie et finances. Parce que nous avons atténué les effets néfastes de cette crise au minimum. Donc ce qui nous a permis de sortir même à l'équilibre durant l'année dernière. Cette année, ça va repartir. Alors, donc je pense que le fait de vouloir faire revenir ce poste-là, c'est une question juste d'animation sur l'exécutif. C'est un pouvoir qui lui est donné, en fait, de s'appuyer sur quelqu'un par moment, ou même d'aller directement au combat s'il le souhaite. Donc, ça ne sert à rien d'épiloguer là-dessus. La démocratie est un processus ininterrompu, mais à chaque époque, il faut son mode d'organisation. Alors, merci, M. Alpha Baïla Gaye. Le temps qui nous était imparti est terminé. Nous vous remercions vraiment de venir répondre à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le candidat du Parti socialiste pour la mairie de Mermoz Sacré-Cœur. Vous êtes aussi le coordinateur des cadres de Benoyak Ben Bokayakar et aussi le coordinateur des cadres du Parti socialiste. Merci, M. Gaye. Je vous remercie infiniment pour cette invitation. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Merci à l'équipe technique qui m'avait accompagné, Ibou Gueye à la caméra, Mbalo à la régie. Merci donc, passez un excellent week-end avec les programmes de Walf TV. Merci.